Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Luxe avec notre partenaire Salesforce. Je suis Anne-Sophie Thomio de Capgemini France et je suis accompagnée aujourd'hui de Florent Chaussade de Salesforce. Bonjour Florent. Bonjour. Tout d'abord, je vous invite à poser des questions tout au long de notre échange et nous y répondrons avec Florent à l'issue de notre conversation. Je voulais d'ores et déjà partager avec vous les quelques tendances que nous voyons dans le secteur du luxe. J'en vois déjà au nombre de 4, qui sont toutes les transformations autour du e-commerce, les transformations autour de l'omnichannel, qui suivent ensuite la transformation de la supply chain et puis la transformation de la sustainability. On peut dire que les transformations sustainability et de la supply chain sont étroitement liées. On parle notamment de la traçabilité, traçabilité des matières premières, la seconde main, seconde N qu'on peut avoir, deuxième main. Et donc tous ces sujets seront abordés prochainement. Aujourd'hui, nous allons nous focuser sur la partie e-commerce et sur la partie omnicanalité. Donc on voit que le secteur du luxe a évolué sur cette partie-là. L'expérience en magasin a évolué vers plus de digitalisation, vers plus de services aussi auprès des clients, notamment tout ce qui est la personnalisation des produits, mais également la personnalisation de l'expérience client que l'on voit se transformer aujourd'hui. Sur cette partie-là également, Florent, comment vois-tu l'évolution de ce marché ? Comme tu le dis, ce marché, c'est un marché qui a évolué, mais qui a évolué parce que tout simplement les tendances d'achat, le consommateur et les consommateurs que nous sommes ont évolué, on va dire, avec la période de Covid qu'on a pu connaître. Du coup, maintenant, on consomme différemment, on a des attentes différentes et on est les premiers à vivre ça. Et donc, ces actes de consommation différents amènent justement des tendances un peu nouvelles ou des accélérations dans les tendances. La première, c'est une accélération dans la dimension e-commerce, comme tu le disais, la dimension D2C, que l'on voit accélérer chez les clients du luxe notamment. Également dans le parcours d'achat, c'est-à-dire que nos clients vont moins en magasin. Du coup, quand ils viennent, il faut peut-être qu'on s'en occupe un peu mieux. Donc, pareil, l'émergence du clienteling, qui est un acte fort. Et on se retrouve de plus en plus à avoir une plus grosse connaissance de ce que fait le client dans le parcours d'achat. Et donc le besoin pour le client d'avoir une analyse de données, donc une dimension data qui est aussi très forte, pour se dire, OK, qu'est-ce que je retiens de ce parcours d'achat ? Où est-ce que j'interviens ? Où est-ce que je mets mon effort commercial pour avoir de l'impact ? Et donc cette dimension client et data, c'est quelque chose de fort que l'on voit de plus en plus aujourd'hui. En effet, merci pour ce partage, Florent. D'ailleurs, pour illustrer ces différentes tendances, je vous propose tout de suite de regarder la vidéo qui a été enregistrée par une de nos clientes, donc Isabelle D'Alberto, qui est directrice au plus haut de chez L'Oréal. Et je vous invite toujours à poser vos questions, nous y répondrons à l'issue. À tout à l'heure. Isabelle D'Alberto, bonjour, bienvenue et merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes directrice au plus haut chez L'Oréal, au plus haut signifiant online et offline. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste déjà votre poste au sein de L'Oréal ? Bonjour Marc-Olivier, bonjour tout le monde. Alors le haut plus haut offline online, on représente toutes les applications pour le B2B et pour le D2C, sur tous les canaux, donc sur le web, mais aussi en boutique et donc sur le B2B, toutes les applications qui concernent le client et aussi toutes les forces de vente de toutes nos divisions. Merci Isabelle. Alors, L'Oréal n'est plus à présenter, mais je tenais quand même à rappeler que vous êtes aujourd'hui un des acteurs majeurs dans le beauty tech, présent partout dans le monde, et vous avez lancé au niveau du groupe une stratégie qui est de Road to 50, qui est donc à mener d'ici 2025, et qui consiste à amener 50% de vos ventes via des canaux digitaux. Ça vous positionne comme un des précurseurs parmi les Digital First, et l'une de mes premières questions, ce serait de dire, finalement, qu'est-ce que ça signifie pour L'Oréal d'être Digital First ? Alors, Digital First, il s'agit avant tout d'aborder un état d'esprit Digital First. Et donc, le passage d'un état d'esprit flexible et axé sur le numérique dans une entreprise comme la nôtre n'est pas une chose très simple. C'est un changement très long, mais nous avons réussi. Il s'agit de faire en sorte de mettre le numérique, de faire en sorte que le numérique devienne naturel. Nous avons démarré en 2010 et je pense que nous avons très largement réussi dans cette mission puisque le digital est vraiment au cœur de la stratégie chez L'Oréal. Nous avons je vais vous donner quelques chiffres, on a plus de 1,2 milliard de visites sur nos sites. C'est simple, l'e-commerce est considéré comme le deuxième pays chez L'Oréal, avec plus de 28,9% du chiffre d'affaires. Donc, il est désormais complètement naturel de continuer et de poursuivre ce chemin jusqu'aux 50% de nos ventes sur l'e-com.
Alors vous parlez du e-com, justement vous avez investi très tôt dans le direct to customer, le D2C, en déployant notamment une plateforme pour vos marques de luxe multicanal, multi-pays. Où en est aujourd'hui ce projet? Comment est-ce qu'il se déroule? Alors, le projet avance très très bien et si je puis me permettre, ça ne concerne pas que la division luxe, mais toutes nos divisions. Nous avons effectivement, avec cette transformation digitale en 2010, démarré une forte accélération e-commerce. Et pour ce faire, on a fait le choix de l'éditeur Salesforce avec la solution Commerce Cloud et de Capgemini en tant qu'intégrateur. Vous nous suivez donc depuis plusieurs années maintenant. Le projet avance très très bien, il est extrêmement mature. Nous avons plus de 80 sites e-commerce sur la zone Europe et plus de 190 dans le monde. Et nous avons d'ailleurs décliné ce modèle sur du B2B, mais aussi sur différents modèles D2C. Ça peut être à la fois des sites monomarques multi-pays, monomarques monopays, multimarques monopays. On a tous les modèles qui existent. Et on a très récemment déployé ce modèle sur un programme qui nous tient beaucoup à cœur chez L'Oréal, qui est le No Waste, le zéro déchet, qui permet de créer des sites multimarques, Friends and Family, pour écouler tous les obsolètes au lieu de les détruire. Donc le projet avance très bien et c'est un gros succès. Parfait. Alors c'est vrai qu'on parle souvent dans la presse de toutes les innovations B2C du groupe L'Oréal, mais vous menez aussi de très beaux projets en B2B. Je pense notamment au portail L'Oréal Partner Shop que vous avez lancé, portail dédié donc aux professionnels. Quelle est la particularité de ce projet ? Alors, effectivement, comme je le soulignais tout à l'heure, on a fait évoluer ce modèle D2C e-commerce au professionnel, au B2B. Ça touche deux divisions essentiellement chez nous pour l'instant, qui est la division des produits professionnels. Et donc, c'est à vocation pour nos coiffeurs et nos stylistes, mais aussi pour la division cosmétique active destinée aux pharmaciens. C'est un véritable game changer à la fois pour ces professionnels, mais aussi pour nos sales reps. Pourquoi ? Parce que ce site B2B innovant permet effectivement d'apporter différentes fonctionnalités plutôt dédiées au métier du B2B, comme des assortiments de produits personnalisés en fonction des marques, une création de clients simplifiée, une gestion des offres et des promotions simplifiées aussi, et évidemment une prise de commande quand on veut. Donc du coup, ça permet aux sales reps de se concentrer davantage sur la conquête de nouveaux clients et tout le customer engagement. Alors, vous parliez de vos sales reps, ça me fait penser qu'on a aussi un autre projet qu'on mène ensemble, qui est la solution, une construction de solutions de vente justement pour ces sales reps. Quelles sont les innovations que vous attendez de ce projet, autour de ce projet ? Absolument, vous avez raison. Et d'ailleurs, en tant que leader sur le marché, nous devions transformer et de réinventer les métiers du sales rep. Mais aussi d'accroître l'expertise commerciale ou encore de transformer tous les processus de vente pour toutes nos divisions. Donc, il s'agit d'un programme multidivision basé sur un corps modèle sur CG Cloud, donc une techno innovante de Salesforce, à la fois sur Sales Cloud et Service Cloud, qui donc permet de donner à nos représentants une application accessible en mode connecté ou déconnecté pour avoir toutes les données des clients en temps réel, pour pouvoir optimiser la gestion des visites. On y apporte aussi beaucoup d'innovations comme de la reconnaissance d'images qui permet de réduire drastiquement le temps d'analyse du linéaire, des ruptures, des produits, des assortiments. Il passe quelques millisecondes versus plusieurs heures auparavant. Et enfin, d'avoir une vision complètement 360 du client, y compris toute la gestion des demandes, des incidents, les suivis de commandes. Tout ça, tout est intégré, donc y compris tout le customer care. Alors, merci. Alors, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de Salesforce, Capgemini, L'Oréal. Absolument. Quelle est finalement la valeur ajoutée de ce trinôme L'Oréal, Capgemini, Salesforce ? Alors, de manière globale, je dirais que pour réussir dans une transformation digitale, il est important et obligatoire de construire des fortes relations de partenariat ou des partenariats forts avec nos éditeurs et nos intégrateurs. Et c'est ce que l'on a fait depuis plusieurs années maintenant, ensemble, avec Salesforce, Cap et L'Oréal. Et nous devons de continuer à entretenir ces relations gagnant-gagnant-gagnant, toujours dans un monde qui évolue toujours très très vite, avec un manque de ressources, des ressources de plus en plus rares, avec des technos qui bougent très vite. Donc je dirais que c'est
très important d'avoir ces relations très fortes et surtout de les entretenir jour par jour sur du long terme. Merci. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, le monde dans lequel on vit est un monde en constante évolution, avec de beaux challenges qui vont arriver. Et finalement, quels sont les challenges que va devoir relever L'Oréal dans les prochaines années? Alors, en tant que numéro 1 mondial de la beauty tech, nous créons de la beauté inclusive pour chacun. Vous êtes unique, aussi unique que vos envies sont diverses. On se doit de créer des services qui s'adaptent à chacun en fonction de vos besoins, de vos émotions, de votre cadre de vie. Pas plus tard que la semaine dernière à Vivatech, nous avons présenté quelques-unes de ces innovations, dont Perso, qui est le premier outil au monde qui intègre de l'intelligence artificielle sur le make-up et sur le teint. De la même manière, vous l'avez dit aussi, on rentre dans une nouvelle ère d'Internet, le Web 3, et nous pouvons explorer de nouveaux territoires d'engagement consommateur avec le métaverse. Et aussi, d'ailleurs aussi, lors de Vivatech, nous avons réalisé un drop de 10 000 NFT gratuits qui donne accès à un écosystème Web3 exclusif, donnant aussi accès à des avantages exclusifs. Ceci pour plusieurs de nos marques, comme Mugler ou NYX Professional Makeup, par exemple. Donc nous passons de la digitalisation à la virtualisation de la beauté. De la même manière, on pourrait dire que nous passons du O+O, online-offline, au O+O+O, online-offline, on-chain. Merci beaucoup Isabelle Alberto d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je pense que L'Oréal a de beaux challenges à relever dans les prochaines années. J'espère qu'on sera à vos côtés pour y contribuer. Merci. Merci à vous, merci à tous. Et encore un grand merci à Isabelle pour avoir partagé ces éléments. Et d'ailleurs, Florent, Isabelle évoque le client 360. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Déjà qu'on est déjà fiers d'accompagner L'Oréal, parce que quand j'entends Isabelle en parler, j'ai envie de dire que déjà beaucoup de choses sont dites. Une fierté commune. Ce que ça signifie ou ce que l'on veut faire à travers cette plateforme 360, c'est permettre à la marque d'avoir une connaissance de son client, on va dire de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va commencer par vouloir savoir qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses intentions d'achat, quelle est sa satisfaction, comme elle le disait, en termes de réclamation ou de juste relation avec le service client. Ensuite, la dimension marketing, c'est-à-dire est-ce que mon client est sensible à une offre promotionnelle, à un canal plutôt qu'un autre. Est-ce que ce client-là, lorsque je le fais venir sur un site e-commerce, que ce soit du D2C, du B2B ou autre chose, est-ce que ce client-là réagit? Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir lui faciliter la vie et faire en sorte que la marque s'exprime d'une manière unique et de manière cohérente. Et ça, c'est vraiment ce que ça signifie pour nous. Et on voit que cette tendance de plateforme 360, en fait, on enrichit la connaissance d'éléments qui sont divers et variés dans la structure. Donc, l'intégration, la dimension d'intégration est clé. C'est-à-dire, si demain, je veux pouvoir associer une donnée, par exemple, sur une livraison, je vais devoir entrer dans une notion d'intégration. Donc, la plateforme 360 a aussi une couche d'intégration. Et derrière, on se rend compte qu'on est capable d'analyser la data, mais surtout qu'on tombe ensuite, comme ce qui a été dit, sur la question de l'organisation. Comment on collabore mieux? Qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Et typiquement, c'est ce qu'on essaie de traiter avec cette vision plateforme 360 de chez Salesforce. Très bien. D'ailleurs, Isabelle évoquait la force d'un partenariat. Je te propose que maintenant, nous évoquions notre partenariat Capgemini et Salesforce. Déjà, il faut savoir que Capgemini, lorsqu'on parle des consultants Salesforce, à travers le monde, c'est plus de 10 000 consultants Salesforce. Et nous sommes très fiers d'être le premier partenaire en France de Salesforce. On sait que donc Salesforce apporte toutes les solutions que tu viens et toute la valeur que tu viens de nous donner. Capgemini et Salesforce apportent cette expérience globale à tous les clients, donc à travers les différents clouds, on l'a évoqué, le e-commerce, le marketing, le service and sales et aussi énormément d'autres apports que tu évoqueras sans doute ultérieurement. On voit que les clients avancent très vite, que les enjeux également avancent très vite et donc nous, en tant que partenaires, nous devons faire évoluer également cet écosystème. Pour nous, Capgemini, l'écosystème des collaborateurs et pour vous, l'écosystème technologique que tu vas évoquer, mais également toute la partie environnement technologique autour. On peut évoquer justement la personnalisation, toute la partie 3D. On a un partenaire commun avec Trikit, où nous avons investi conjointement, et toute la partie visualisation 3D que je viens d'évoquer et la partie réalité augmentée également. Du coup, la question qui est la suivante, qui est quels sont les facteurs clés de succès, selon toi, de notre partenariat? Je pense qu'ils sont multiples. Le premier, ça va toucher à nos valeurs, je pense. C'est-à-dire que ce qui était un petit peu dit, pareil, par Isabelle, mais
Je pense que nos valeurs communes de transparence, de confiance, d'intégrité, c'est quelque chose qui fait que nos équipes travaillent au quotidien dans un cadre propice, on va dire, à la performance et aux réponses des attentes clients. Donc ça, c'est un premier élément qui est indispensable. Le deuxième élément, c'est que je pense que nos sociétés ont la chance et l'honneur de compter des hommes et des femmes de talent, ce qui nous fait de nous, respectivement, des leaders sur nos marchés. Et donc, tout simplement, quand on associe des personnes de talent sur des thématiques diverses comme ce que j'ai tout à l'heure, la vision client, l'intégration de la donnée, qui sont des thématiques à part entière, on a, on va dire, les bonnes personnes au bon endroit pour pouvoir répondre à ces challenges-là. Et la dernière, je pense que c'est cette notion d'innovation continue. C'est-à-dire que l'innovation chez Salesforce, c'est 3 fois par an, tout le temps, depuis la création, tout le temps. Et cette innovation, elle est de 2 ordres. Elle peut être d'un ordre purement interne, donc typiquement l'exemple de ce qu'on appelait CG Cloud, la capacité à accompagner ses forces de vente, c'est une innovation qui est apparue au fur et à mesure. Donc ça amène dans ce partenariat-là une nécessité d'évoluer ensemble au quotidien. Et il y a aussi, on va dire, l'évolution à travers, pour le coup, des acquisitions externes. Donc, quand on va parler d'un Tableau ou sur la partie data ou d'un MuleSoft sur la partie intégration, ou plus dernièrement d'un Slack sur la partie collaboration, ça amène aussi des enjeux nouveaux et toujours la nécessité de penser à nos clients comme ce que nous on appelle être trusted advisor, donc vraiment être vu comme une personne de conseil auprès de ces clients-là. Et ça, c'est possible. Et ce partenariat-là, c'est un peu la quintessence de ce qu'on veut délivrer. Et j'ajoute également que pour nous, Capgemini, ce qui est important, c'est que nos collaborateurs suivent toute cette évolution. Tu évoquais 3 fois par an, il faut que nos collaborateurs suivent ces nouveautés, ces innovations, suivent aussi les différentes nouveautés que vous apportez à travers, tu l'as cité, notamment MuleSoft, Tableau, etc. Donc nous, notre enjeu pour nous dans ce partenariat-là, c'est d'avoir les collaborateurs les plus adéquats, comme tu le disais, la bonne personne au bon endroit à travers ce partenariat-là. Je te propose maintenant que nous évoquions la force d'un Salesforce, justement sur la transformation marketing de nos clients. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Le sujet de transformation marketing, je pense que c'est un sujet qui est très large et que notre partenariat, il a on va dire, l'intérêt et la force de pouvoir adresser ce challenge, cette transformation dans sa complétude. C'est-à-dire que la première étape qui est la connaissance, l'état de l'art, on va dire. Donc tout simplement, aujourd'hui, on peut voir dans la presse la notion de RCU, de CDP, de CRM. On voit plein de sigles. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Comment on accompagne nos clients à se transformer sur ces thématiques-là? Il y a un besoin déjà d'être expert dans cette notion d'état de l'art en amont de toute réflexion. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'aide dans la rédaction d'un RFI, d'un RFP, où là, c'est pareil, vous avez cette expertise pour pouvoir accompagner. La dimension aussi d'intégration, c'est-à-dire à l'issue de ça, il y a une dimension d'intégration. Comment on intègre, et comme c'était dit tout à l'heure, comment on intègre en tirant parti de la roadmap qui évolue. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour s'assurer de rester dans le standard et d'être, on va dire, hyper efficace tout de suite. Ensuite, la partie souvent qu'on peut qualifier d'après-vente, mais qui est en fait le début du partenariat, qui est la notion de TMA, comment on accompagne dans le cycle de vie de la solution le client, parce qu'on le voit très bien, les tendances évoluent. Donc aujourd'hui, parler d'intelligence artificielle dans un processus, c'était quelque chose d'inconnu il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est indispensable d'accompagner le client et d'innover avec lui. Et donc ça, c'est un élément qui est très fort. Et quand on prend toute cette chaîne, on va dire, technologique, il y a un élément qui est encore plus structurant, qui est l'accompagnement de la transformation des organisations métiers. Parce que demain, pouvoir faire une campagne marketing non plus centrée sur un produit, mais centrée sur un client par rapport à ses tendances de réponse ou ses préférences d'interaction, ça amène des changements d'un point de vue métier qui sont encore exacerbés si on commence à rentrer les dimensions services et e-commerce dans la boucle. Donc cette dimension transformation de l'organisation métier, elle est aussi clé. Et je pense que notre partenariat, il a cette capacité à l'accompagner de bout en bout. En effet. Et justement, on a parlé des enjeux métiers, des enjeux technologiques. Isabelle l'a évoqué, toi aussi, et je m'inscris complètement là-dedans, cette supplément d'âme qui fait que le partenariat est un succès, c'est le partage des valeurs communes. Nous en avons un certain nombre, dont une, par exemple, qui est l'inclusion, puisque nous avons conjointement signé donc, la charte Salesforce, donc signée par Capgemini, qui est 1000 femmes dans la tech, donc je suis une fidèle supportrice. Mais quelles valeurs, d'autres valeurs, penses-tu que nous partageons ensemble ? Je pense qu'il y en a plein, donc choisissons une ou deux. J'en prends une, mais la responsabilité sociétale, le fait de dire que des sociétés comme Salesforce et Capgemini ne peuvent réussir que si la société gagne également. Donc il faut que, autour de cette thématique-là, on puisse rendre ce que l'on a. Donc chez nous, ça se
modélise par ce qu'on appelle one-one-one, c'est-à-dire on rend 1% du temps, de notre temps, auprès d'organismes. Donc ça, on va jusqu'à 7 jours dans l'année pour pouvoir le faire. On rend 1% des revenus, on donne 1% des revenus à des organismes pour des causes qui sont justement qui nous tiennent à cœur. Et également 1%, on va dire, des licences pour des organismes qui en ont besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, il est extrêmement important, et on partage ces valeurs-là, de rendre voilà, à ce qui nous entoure, que ce soit en interne, où nous, on a des équipes qui se créent, des equality groups qui se créent autour de thématiques qui leur tiennent à cœur. Donc on en a plein, mais c'est important de pouvoir le vivre et de pouvoir avoir les moyens d'impacter son quotidien. En externe également, de pouvoir accompagner des quartiers défavorisés, de pouvoir accompagner le monde rural, on peut accompagner, on essaie très concrètement de le faire au quotidien. Et cette dimension-là, je pense que c'est ce qui donne du sens à notre quotidien. Et je pense qu'on le partage et que c'est important aujourd'hui pour nos équipes d'avoir un impact très clairement. Je suis entièrement d'accord avec toi, bien évidemment. Merci en tout cas pour cet échange à travers notre partenariat, qui est une des nombreuses briques que constitue ce partenariat depuis maintenant très longtemps. Je vous propose maintenant d'écouter donc le témoignage client de Pierrick Pétain, donc de la maison Christian Dior Couture, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques jours. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous y répondrons à l'issue. J'ai le plaisir aujourd'hui donc d'accueillir Pierrick Pétain, qui est donc manager du pôle Distance Sales and Services au sein de la maison Christian Dior Couture. Bonjour. Donc Pierrick, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, avant de parler du projet sur lequel nous travaillons ensemble, pouvez-vous nous donner quelques éléments de repère par rapport à l'évolution de la maison Christian Dior Couture ? La maison Christian Dior Couture a connu une très forte croissance ces dernières années, je pense que tout le monde le sait, qui s'est accompagnée d'une transformation comme toutes les entreprises, avec le suivi des besoins de ses clients. Et donc, on passe d'une vente essentiellement en boutique à une vente de plus en plus omnicanale, digitale et omnicanale. Et donc, toute cette transformation accompagne la croissance du chiffre d'affaires de la maison Christian Dior. Très bien. Et pouvez-vous justement nous expliquer le projet sur lequel Capgemini vous a accompagné ? Alors, Capgemini nous a accompagnés sur le projet de replatforming de notre e-commerce. Un projet qui a démarré fin 2019 avec une optique justement omnicanal, donc avec une refonte de tous nos back-office e-commerce pour pouvoir aborder une stratégie omnicanal. Et ce projet donc, a démarré fin 2019. Capgemini nous a accompagnés sur le projet, nous a permis de déployer l'Europe, le Canada et les États-Unis dès 2021. Et puis cette année, de déployer de nouvelles régions, puisqu'on parle de régions ou de zones chez Christian Dior Couture. Et donc, on a des déploiements qui viennent de se faire à Hong Kong, en Angleterre, et puis on a d'autres déploiements qui sont prévus cette année. D'accord. Et donc, d'un point de vue technique, c'est le premier projet Headless lancé au sein du groupe LVMH. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, cette transformation digitale, c'est une transformation assez conséquente des systèmes d'information dans les maisons de couture. Et pour pouvoir accélérer cette transformation, on a choisi une architecture Headless qui nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché et de nous appuyer sur ces solutions du marché pour offrir à nos clients l'expérience qu'on veut leur offrir. Et donc, c'est effectivement la stratégie qui a été choisie dans le groupe, et la première maison de couture à l'avoir mise en œuvre, c'est la maison Christian Dior. D'accord. Et du coup, cet écosystème technologique, on peut citer notamment Salesforce, Fluent, Mulsoft également, et puis sur l'intégration donc Capgemini. Quel a été l'apport en fait que vous avez jugé sur ces technologies ? Effectivement, on utilise ces technologies qui ont été sélectionnées comme les standards du groupe et que nous mettons en œuvre avec Capgemini. Ce que nous apporte Capgemini, c'est la connaissance de ces solutions qui nous permet de les mettre en œuvre rapidement, d'en tirer le parti dont on doit en tirer pour nos besoins, de nous éviter aussi certains écueils, puisque c'est toute solution a ses limites, donc nous permettre de vraiment accélérer la mise en œuvre de ces solutions et de ne pas se tromper de chemin et d'arriver à une bonne architecture et une bonne solution assez rapidement. D'accord, et donc d'apporter aussi certaines valeurs ajoutées, peut-être la personnalisation également. Tout à fait, et même si on essaye de se coller aux standards de ces solutions, c'est l'objectif pour aller le plus vite possible, mais on a toujours des besoins spécifiques, surtout dans des maisons de luxe, où on a notre culture, et donc Capgemini nous accompagne aussi dans
ce processus de personnalisation des solutions. Très bien. Et du coup, d'un point de vue méthodologie, quelle a été la méthodologie choisie? Dès le début du programme, la méthodologie agile a été choisie. Ça s'est transformé petit à petit avec la mise en place de la méthodologie SAFE. Donc aujourd'hui, on est à notre 3e PI. Je sors du 3e PI Planning avec l'accompagnement de Capgemini et de Firas Fekki. Donc on a mis en place ça avec un accompagnement très fort et notamment une phase qu'on appelle d'acculturation du métier pour être sûr de pouvoir bien les embarquer dans cette mise en œuvre et dans cette méthodologie. Et aujourd'hui, on est arrivé effectivement à un niveau de collaboration entre le métier et l'IT, et notamment en termes de fixation de nos priorités, de nos objectifs communs, parce qu'on travaille dans la même société, qui est excellent. Très bien. Et du coup, on vient de parler de la partie technologie, la partie méthodologie, mais quelles ont été les transformations que vous avez eues d'un point de vue organisationnel et également culturel autour de ce projet? D'un point de vue de transformation organisationnelle, on s'oriente au sein de l'IT vers une organisation produit. Donc c'est un changement de paradigme important, puisqu'on passe d'une organisation application à une organisation produit. Et aussi, au niveau du métier, on passe donc à la méthodologie SAFE à l'échelle. Donc on a la chance d'être accompagné par des coachs. D'une part, on a une leadership team donc qui réunit les managers des différentes directions métiers et de l'IT, où là, on a des coachs qui nous aident dans la transformation, dans la conduite de nos équipes, la fixation de nos objectifs. Et donc, c'est une équipe purement de transformation. Et puis, à côté, on a la mise en œuvre de la méthodologie SAFE, où là, on a des coachs aussi qui viennent accompagner nos équipes. Il faut savoir qu'on a aussi une grosse croissance, y compris en termes d'effectifs. Le train e-commerce, c'est un train qui est assez conséquent. Donc, on a beaucoup de Scrum Masters, on a beaucoup de gens qui arrivent, et donc il faut les coacher, les intégrer, les former. Et on a des coachs qui nous accompagnent pour ça en permanence. Et du coup, quels ont été les résultats que vous avez vus depuis le lancement de ce projet? Alors, depuis le lancement du projet en lui-même, on a des résultats. Je ne parlerai pas des résultats financiers, parce que je ne peux pas, mais on a des résultats qui sont très probants en termes de nombre de commandes passées sur les différents marchés. Notre système est tout à fait fiable et performant. Donc, ce n'est pas le système e-commerce qu'on a mis en place qui viendra freiner le métier, au contraire, aujourd'hui. On arrive à répondre à tous les besoins du métier en termes de déploiement, en termes d'innovation. On a lancé il n'y a pas longtemps la vente sur défilé filmée en direct. Donc, on arrive à accompagner le métier dans toutes ces innovations-là. On a aussi fait beaucoup de progrès dans nos relations avec le métier, notre capacité à comprendre leurs enjeux et à répondre à leurs besoins, et notre capacité à les informer des difficultés qu'on peut avoir. On travaille avec des périodes qui sont saisonnières. On a des grands événements qui sont des lancements de collections. On ne peut pas prévenir le métier une semaine avant le lancement d'une collection qu'on ne va pas être prêt pour les accompagner. Il faut le savoir à l'avance. Et là, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et donc, les résultats, je pense, d'un point de vue du métier et d'un point de vue de l'IT, sont très, très satisfaisants. Très bien. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes? Alors, je ne dévoilerai rien sur nos prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est qu'on a maintenant une plateforme qui nous permet de déployer rapidement de nouveaux projets omnicanaux. Et on a vraiment l'ambition d'offrir une expérience unique par tous les canaux à nos clients. Et quand je dis une expérience unique, c'est une expérience unique au sens expérience. Et comme le 30 Montaigne était une expérience unique pour nos clients qui viennent en point de vente. Et tous nos projets de l'année prochaine sont orientés dans cette direction-là. Très bien. Pierrick, un grand merci pour cet échange et cette transparence. Merci à vous. Et voilà donc avec l'échange que j'ai pu avoir avec Pierrick, ce qui conclut les témoignages clients. Je vous remercie déjà d'avance parce que vous êtes déjà assez nombreux à nous poser des questions. On voit une vraie tendance de questions qui tourne autour du Web 3.0, notamment sur la partie des tendances. Donc, quelles sont les tendances du luxe dans les prochaines années? Florent, un point de vue là-dessus? Oui, un point de vue, en tout cas, on assiste à ce questionnement-là et on multiplie les discussions avec nos clients autour de ces thématiques-là. Donc, la première chose, c'est la nécessité d'accompagner nos clients sur la signification, sur la compréhension de ce qu'est ce fameux Web 3.0,
de ce qu'est la place du métaverse, de ce qu'est une logique de NFT. Donc on a déjà cette première étape de sensibilisation au contenu. Ensuite, on a l'accompagnement et Salesforce a annoncé il y a 2 semaines la notion de NFT Cloud, le fait que justement on se positionnait autour de cette thématique-là parce que c'est un élément justement dans la notion d'expérience, dans la notion d'omnicanal, c'est un élément demain qui va être constitutif de la relation que la marque doit avoir avec son client. Donc on est présent également sur cette dimension-là. Et cette notion de NFT, après c'est vraiment très lié à la marque, à ce qu'elle veut en faire. On va avoir des marques qui vont être sur la notion de vouloir faire ce qu'on appelle des twins, donc un double digital d'un produit pour l'environnement digital. Donc, quel va être l'accompagnement qu'on va faire sur ce type de population? On va avoir des clients qui vont vouloir, l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, de faire un drop de NFT, mais pour le coup, qui sont gratuits et qui sont plutôt constitutifs d'un programme de fidélité. Et donc, pareil, comment on va l'accompagner? Sachant que cette notion d'NFT est souvent associée à une notion de blockchain, comment on le rend unique, comment on le revend, comment on en fait un élément de valeur et de marque, tout en réfléchissant à quelle est demain la logique business autour de ça. Donc les clients se questionnent réellement sur ça. Et pour le coup, on a des éléments et on a de nombreuses discussions aujourd'hui sur cette dimension-là. Il y a une spécificité là dans les questions, c'est par rapport aux TPE, aux PME, PMI. En fait, quand on voit les gros acteurs comme L'Oréal, vous pouvez le citer tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut se dire que ces types de clients vont pouvoir embarquer dans le train du Web 3.0 et pour ne pas se laisser un petit peu dépasser? Moi, la première réflexion qui me vient, c'est que de toutes les façons, ça a toujours été le cas. On l'a vu aussi à travers le e-commerce. Au début du e-commerce, plus gros, les grandes maisons s'y sont lancées avec le temps qu'elles ont voulu. Et puis ensuite, les plus petites, on s'est tous adaptés à ça. Dans le Web 3.0, ça sera de la même façon. Toi, ton point de vue dessus? Mon point de vue, c'est je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément métier et peut-être un élément technologique. D'un point de vue technologique, je vais commencer par le plus simple. La technologie, elle est là. Dans Salesforce, c'est une plateforme unique. La majorité de nos clients, une grosse partie de nos clients sont des PME, TPE. Donc, la solution elle va être accessible très facilement à qui le souhaite. Mais j'amènerais plutôt la discussion sur une discussion business, métier, c'est-à-dire quelle est la stratégie demain d'une TPE, PME sur ce marché-là, quel est le cas d'usage métier autour du NFT, est-ce que c'est constitutif d'un programme de fidélité, comme je le disais, ou autre chose? Et je pense que le vrai débat auquel aujourd'hui on assiste, ou le vrai accompagnement qu'on a, c'est quel positionnement, d'un point de vue métier, je veux avoir autour de cette technologie-là. Et une fois qu'on a répondu à ça, on peut étudier l'équilibre et étudier ce qu'on veut en faire. Mais entre le luxe, qui est une vraie spécificité de vouloir accompagner son client de manière extrêmement précise, quand on va aller dans la grande distribution, on va plutôt être autour de thématiques un peu différentes, de faire revenir le client et d'offrir peut-être des expériences en magasin aux porteurs d'un certain NFT. Donc c'est vraiment un sujet pour moi qui est très métier, et j'aurais tendance à dire à une TPE, PME, venez expliquer à votre interlocuteur Capgemini, Salesforce, le cas d'usage ou les réflexions que vous avez pour qu'on puisse vous orienter. Et pour le coup, on pourra le faire. D'accord. Beaucoup de questions aussi nous arrivent sur les collaborateurs et sur les compétences, comment Capgemini, notamment, entretient les compétences de ses collaborateurs pour suivre la croissance importante de Salesforce. Déjà, un premier élément de réponse, c'est que bien évidemment, nous, notre force, ce sont nos collaborateurs. Et donc, tout le développement des compétences sont très importantes chez Capgemini. On intervient bien évidemment donc, sur la partie technologique, mais surtout, et j'insiste sur la partie métier, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, chez Capgemini, on a plusieurs marques et plusieurs offres, si je puis dire, à travers déjà la partie transformation des enjeux métiers à travers Capgemini Invent, qui va aussi réfléchir en amont avec les CXO sur justement les enjeux de transformation qui seront ensuite portés par les solutions que Salesforce apporte. Et donc là, ensuite, on va rentrer sur les collaborateurs plus techniques et technologiques, où là, on va suivre plein de parcours de formation aussi qu'on a conjointement avec Salesforce et sur lesquels on investit énormément parce qu'on croit beaucoup à ces différentes tendances de marché, et donc on se doit d'avoir nos collaborateurs vraiment à la pointe de cette technologie-là, et c'est ce qui fait aussi la force de Capgemini, c'est de pouvoir travailler avec les plus grands du secteur du luxe notamment et de toutes les industries, et qui nous permettent de proposer à nos collaborateurs des projets d'un intérêt
particulier, mais très spécifique, et justement qui donne tout ce dynamisme pour pouvoir répondre à cette demande. Il y a un petit commentaire d'une personne qui se dit étudiante en master en transformation digitale et qui nous demande comment est-ce qu'elle peut rejoindre Capgemini pour aider sur la partie transformation digitale. Comment faire? Vous nous envoyez votre CV ou vos coordonnées directement sur mon LinkedIn ou autre, on saura transmettre. Trêve de plaisanterie, qui n'en est pas qu'une notamment, mais les collaborateurs, c'est très important pour nous. Et donc, pouvoir orienter nos collaborateurs vers des projets de technologie, d'innovation grâce aux solutions du Cloud Salesforce, pour nous, c'est notre travail au quotidien et ce qui nous intéresse. Et quelque part, je pense que pour compléter, on a la même réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir être Seed Advisor sans former nos équipes. Donc aujourd'hui, nous, on a un contenu... un programme de formation en continu auprès de nos équipes parce qu'il y a aussi besoin de suivre cette évolution. Donc en tant que société, pour le coup, pareil, si c'est un client qui est intéressé, on pourrait détailler toute l'approche que l'on a et on a vraiment quelque chose de très détaillé. Mais ce qui est pour moi très intéressant, c'est que c'est ce qui fait un peu la beauté de notre domaine. C'est que c'est un domaine dans lequel on apprend en continu, on innove en continu, on aide les clients à inventer le modèle de demain. Donc c'est vraiment, c'est au cœur de la stratégie, de l'ADN de nos sociétés, et quelque part, c'est sans fin, c'est ce qui est beau. Une question aussi sur les technologies sur lesquelles nous travaillons. Donc nous, Capgemini, on a un certain nombre de technologies, mais bien évidemment, là, c'est sur Salesforce dont on parle. Donc plutôt, si je reformule la question, sur quel type de cloud, en fait, on intervient. Donc nous, on intervient sur toute la chaîne de Salesforce, que peut-être tu peux nous réexpliquer, en tout cas rapidement. Oui, si on prend les grandes tendances dans le luxe, on va beaucoup être autour de la notion de service cloud d'un point de vue gestion des réclamations. On va être autour de la notion de marketing cloud pour la dimension de parcours de segmentation ou alors pour de segmentation dynamique autour de notion de CDP. On va pouvoir être dans la personnalisation d'un parcours e-commerce avec la notion d'Interaction Studio sur lequel vous avez des compétences extrêmement reconnues. Pareil sur la dimension e-commerce, B2B ou B2C. La partie intégration également, on en a parlé tout à l'heure avec un MuleSoft ou une vision data avec du tableau. Tous ces éléments-là sont des éléments aujourd'hui des tendances, mais c'est des tendances tout simplement parce que tout à l'heure dans l'interview, on voyait bien qu'on souhaite créer une expérience. Ce que souhaitent les clients du luxe, c'est pouvoir créer une expérience au service de leurs clients et chaque client a son propre niveau de maturité. Donc il n'y a pas vraiment un sujet plus qu'un autre, c'est vraiment assez divers et varié entre eux, honnêtement. Par contre, il y a tout le temps une chose commune, c'est le client au centre et la volonté de créer une expérience unique pour ce client-là. Et donc on peut le commencer quelque part un peu par où on veut, en fonction soit de son besoin prioritaire business ou de sa plus grosse difficulté. Mais pour le coup, on accompagne de manière diverse et variée. Très bien. Une question revient quand même très souvent, même si tu as répondu déjà, je veux juste peut-être que tu puisses repréciser, c'est et Salesforce dans le métaverse, donc tu as répondu un petit peu partiellement tout à l'heure, peut-être si tu peux réinsister pour bien répondre aux gens qui nous suivent. Oui, tout simplement, si on tape NFT Cloud Salesforce, vous aurez peut-être des éléments encore plus complexes que je peux faire en 2 minutes, mais il y a cette volonté d'accompagner le NFT de manière durable, c'est extrêmement important, et il y a des business models qui se créent autour de ça. Donc voilà, vous pouvez regarder de manière très pragmatique ce qu'on peut faire. Après, je pourrais rentrer dans toutes les étapes et l'association à la vision client, mais c'est un élément du parcours client qu'on va rassocier à la vision, parce que demain, c'est un nouveau canal de conversation, et donc c'est important d'y être. Très bien. Encore beaucoup de questions là sur la partie Capgemini et collaborateurs et recrutement autour de ça. Oui. Sur quel poste on recrute dans les régions. Juste que je pourrais apporter au complément d'information que j'ai donné tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui Capgemini donc, est présent à travers plus de 50 pays, 55 pays. On va se focaliser simplement sur la France aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de notion de rattachement et de région chez Capgemini. Le New Normal, comme on appelle ça, nous a permis de nous adapter aux demandes de nos collaborateurs. Et donc, on a aussi des spécificités par rapport au télétravail qui nous permettent d'aller chercher les meilleures compétences et pas simplement de se focaliser sur une région par rapport à une technologie. Après, on peut avoir historiquement un certain nombre de bastions régionaux, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, par rejoindre Capgemini autour des technologies Salesforce, je vous invite à nous contacter très simplement pour qu'on puisse ensuite vous expliquer plus en détail. Mais bien évidemment, quels que soient les types, puisqu'une autre question nous est posée sur quel type de profil. Là, ça va de l'architecte, de
enfin je vais en oublier, donc je ne vais pas faire la liste non plus, mais tout type de profil autour des technologies Salesforce, c'est un marché en forte croissance. Nos clients nous font confiance conjointement sur ces sujets-là. Nous allons ensemble travailler les enjeux de transformation de nos clients. Donc de toutes les façons, on saura trouver les bonnes compétences pour répondre aux besoins de nos clients et aux besoins de nos futurs collaborateurs. Et peut-être sur cette dimension-là, de manière très aussi concrète, quelqu'un qui est intéressé, déjà, il monte sur une technologie qui est extrêmement recherchée et qui est, je pense, extrêmement pérenne. Et quand on va sur miletrailhead.salesforce.com, on a la capacité gratuitement à se former. À avoir différents modules, quel que soit un peu le profil recherché. Mais j'invite les personnes qui posent ces questions-là à pareil, aller voir sur miletrailhead.salesforce.com. Il y aura beaucoup de choses, ils devraient trouver leur bonheur. Oui, et qu'ils n'hésitent pas à consulter nos différents sites, en effet, beaucoup d'informations. Je vois une question, et je pense que ce sera peut-être une des dernières qu'on va pouvoir prendre, sur plus, on revient plus au cœur du sujet de fond, qui est comment maintenir une omnicanalité, notamment pour la partie point de vente avec l'exposition du digital. Alors ça, c'est un des sujets qu'on a avec nos clients, hein, comment on maintient cette notion d'expérience client. Là aussi, Salesforce y répond de manière très importante. Oui, on y répond. Après, c'est toujours pareil dans ces questions de cohérence, jusqu'où on va. Si on cherche à avoir une cohérence d'expérience, le fait de pouvoir connaître son client de manière unique entre le service, le marketing, la transaction, on le connaît. Si après, le point, c'est de se dire, mais derrière, comment demain, après, je vais aller fonctionner avec mon encaissement physique qui, lui, pour le coup, date souvent d'il y a 10 ans. Là, on arrive sur des discussions peut-être sur lesquelles on peut aider avec la dimension d'intégration d'un MuleSoft, qui est encore un autre élément. Il y a aussi la place de la relation du collaborateur. On parle d'expérience employée, qui est aussi une des tendances que l'on voit de plus en plus. Qu'est-ce que demain, l'employé doit être en termes d'interface client, et spécialement dans le luxe. Et donc, comment on accompagne aussi cette notion de mobilité et ce canal-là. Donc, pour le coup, c'est clairement l'orientation, c'est la raison d'être d'un Salesforce. Et chaque client, ce que j'ai dit tout à l'heure, a un peu son existant. Et il faut l'accompagner par rapport à son schéma prioritaire et voir par où on commence. Est-ce que tout simplement, je sais comment s'appelle mon client et je le connais? Ou est-ce que je suis une dimension un peu plus avancée du parcours? Donc, je n'ai pas une réponse toute faite. Par contre... c'est pareil, on peut prendre les questions ou les personnes qui ont ce cas-là, on pourra les traiter sans aucun doute. Très bien. Écoute, un grand merci, Florent. Je pense qu'on arrive donc du coup à la conclusion et à la fin de ce web event. J'espère que vous avez pu avoir un certain nombre d'informations que vous attendiez en nous rejoignant ce soir. Je remercie encore les clients qui ont apporté leur témoignage à travers L'Oréal et la maison Christian Dior Couture. Et puis Florent, à titre personnel, je te remercie de m'avoir accompagné. Merci à toi, merci à nos clients. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt. À bientôt.